Je vous propose de passer la parole directement à Jacques et à Vincent qui vont nous présenter la première partie de cette présentation. Merci Emeline et merci à la PCC de nous donner l'occasion d'aborder ces sujets extrêmement intéressants. Donc, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait que, au regard de notre expérience, il est évident, comme le dirait Monsieur Bourdon d'ailleurs, qu'il y a certainement un levier d'amélioration continue au niveau des centres hospitaliers et médico-sociaux par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Car de toute évidence, un certain nombre d'établissements s'y intéressent et d'autres un petit peu moins. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer à quel point ce peut être intéressant pour vous. Mais avant de continuer de manière assez technique, nous aimerions attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on parle d'émissions de gaz à effet de serre et que certains établissements de santé ou sanitaires et sociaux ne s'intéressent pas trop aux émissions de gaz à effet de serre, nous aimerions simplement vous dire que le changement climatique, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique vont avoir une incidence éminemment importante sur l'activité de soins même des centres hospitaliers et médico-sociaux, puisque de toute façon, ce changement climatique, et des études le prouvent très largement, va avoir une incidence sur il va y avoir une vulnérabilité individuelle et ça va avoir pour conséquence, bien évidemment, des maladies infectieuses, des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires, des maladies liées à la malnutrition, aux naissances prématurées. Et j'aimerais vous dire aussi que actuellement, on ne connaît pas un certain nombre de maladies qui vont apparaître au regard de cette notion de changement climatique et de réchauffement climatique. On ne les connaît pas. Donc, c'est vous dire qu'un établissement de santé se doit, entre guillemets, de s'intéresser aux émissions de gaz à effet de serre, car moins on aura de réchauffement, plus ça ira mieux en termes d'activité pour les centres hospitaliers et médico-sociaux. Pour preuve aussi, le changement climatique, l'Organisation mondiale de la santé signale, après de maintes études, qu'entre 2030 et 2050, il est prévu, je dis bien, il est prévu près de 250 000 morts de plus au regard de cette notion de dérèglement, de transhumance climatique, de toute façon qu'on aura. Il y aura à peu près 250 000 morts de plus en 2030 et 2050. Compte tenu du dérèglement et du réchauffement climatique. Et vous avez aussi un journal scientifique anglais tout à fait éminent qui parle, lui, du fait que si on maintient et on reste en dessous de la trajectoire de moins 2 degrés, on va faire des économies de plus de 50 000 milliards de dollars d'ici 2050, ce qui est loin d'être négligeable, surtout quand on connaît les conditions économiques actuelles d'un certain nombre d'établissements de santé. Donc, c'est vous dire que s'intéresser aux émissions de gaz à effet de serre peut être extrêmement intéressant en termes d'économie qu'on va générer dans ce monde-là. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, jusqu'à présent, on a, dans les établissements de santé, en tout cas ceux dans lesquels nous intervenons, nous, de notre côté, et au regard de notre expérience, il apparaît évident que les impacts environnementaux sont essentiellement analysés sous un angle économique. Et généralement, à court terme, on regarde des budgets et des fonctionnements, y compris de l'État. Donc, on a tendance à regarder essentiellement les impacts environnementaux au travers de la vision économique. On sait très bien nous dire, en termes d'énergie, qu'est-ce qu'on dépense, en termes d'achat, qu'est-ce qu'on dépense, en termes de déplacement, qu'est-ce qu'on dépense, en termes de bâtiments, combien nous a coûté cette réhabilitation ou combien nous a coûté cette construction. Donc ça, de ce côté-là, aucun souci. On mesure les impacts environnementaux au regard de la notion économique. On les mesure aussi dans les établissements de santé médico-sociaux au travers de la vision réglementaire. Ça, il n'y a pas de souci, on applique tout ce qui est réglementation au niveau des sites ICPE, on est très attentif à la notion de HAS, V2014, compte qualité, etc. Tout le monde connaît. On s'intéresse bien évidemment à la réglementation thermique, on s'y assujettit. On s'intéresse aussi à la transition énergétique pour la croissance verte, avec des zooms particuliers sur les déchets et sur les biodéchets. Mais ce que nous souhaitons, nous, arriver à faire avec vous, c'est vous sensibiliser au fait qu'on peut avoir un troisième regard, qui est un regard essentiellement lié aux émissions de gaz à effet de serre, d'où la notion de bilan GES. Alors, comme vient de vous le dire Jacques, une obligation est faite aux établissements
publics de plus de 250 agents ou de plus de 250 salariés de comptabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre. C'était également une obligation faite aux structures publiques de plus de 500 salariés. Ce bilan GES réglementaire est composé de 3 scopes, ou 3 périmètres. En fait, c'est des périmètres. Les 2 premiers périmètres, le scope 1 et 2, comptabilisent les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations directes d'énergie, d'électricité, aux fuites de fluides frigorigènes et aux consommations de fluides médicaux. Ces 2 périmètres-là sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on doit, l'obligation bilan GES réglementaire oblige les entités assujetties à comptabiliser les émissions à minima sur ces 2 scopes-là. Le scope 3, le 3e scope, est recommandé, il n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé par l'ADEME. Alors, ce scope 3 offre une vision beaucoup plus globale des émissions. Il permet, par exemple, de comptabiliser toutes les émissions liées aux déplacements, donc les déplacements, que ce soit les déplacements de domicile-travail, les déplacements professionnels, ambulances, toutes les émissions de fret également, de transport de marchandises. Il permet de comptabiliser toutes les émissions liées aux achats, donc les achats alimentaires, les achats de fournitures, de fournitures de services, évidemment de tout ce qui est achats médicaux, médicaments, dispositifs médicaux et autres. Il permet de prendre en compte également les émissions liées aux déchets, donc la gestion et le traitement des déchets, et également les émissions liées aux immobilisations, c'est-à-dire aux achats de biens durables qui sont amortis sur plusieurs années. Donc, quand on réalise un bilan GES sur ces 3 scopes-là, scope 1, scope 2 et scope 3, on fait ce qu'on appelle un bilan carbone. Alors, pour les établissements qui ne s'assujettissent qu'à la partie purement obligatoire, c'est-à-dire le calcul du scope 1 et 2, ceux-ci n'ont qu'une vision que très partielle de leur activité finalement parce que ces scopes-là ne représentent que 10 à 20% des émissions. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le regard qu'on va pouvoir apporter grâce au bilan carbone va être un regard un petit peu différent. Comme vous le voyez, vous avez des lunettes et on a pour habitude, nous, de dire que lorsqu'on vient dans un établissement de santé ou médico-social analyser les émissions de gaz à effet de serre, on a de nouvelles lunettes. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a les lunettes avec la vision économique, on a les lunettes avec la vision réglementaire. Eh bien, nous, on va vous apporter de nouvelles lunettes. On ne vous les apporte pas physiquement, hein, rassurez-vous. On va vous apporter de nouvelles lunettes qui vont vous permettre de regarder votre impact environnemental ou vos impacts environnementaux de manière un petit peu différente. Mais nous attirons aussi votre attention sur le fait que le fait simplement de réaliser un bilan carbone va vous permettre d'accéder à d'autres enjeux ou d'avoir d'autres impacts tout à fait intéressants pour vous. Vous allez pouvoir, comme vous le voyez, fédérer les services autour des enjeux environnementaux. Pourquoi? Tout simplement parce que les GES et les émissions de gaz à effet de serre vont être un véritable espéranto pour l'ensemble des services, c'est-à-dire que vous allez pouvoir analyser et avoir une comparabilité tout à fait intéressante sur les enjeux environnementaux avec les mêmes indicateurs d'émissions de gaz à effet de serre, enfin avec la même exactement évaluation. Mais vous allez pouvoir aussi véritablement avoir une nouvelle réflexion sur les enjeux qu'on délaisse quelque part dans les émissions de gaz à effet de serre, qui sont les achats, qui sont les dispositifs médicaux, qui sont tous les achats hôteliers. Tous ces achats-là, tous ces dispositifs, tout ce qui est hôtelier génère des émissions de gaz à effet de serre et ça va provoquer chez vous, et vous allez le voir tout à l'heure au niveau des achats, une réflexion un petit peu différente. Vous allez pouvoir aussi, grâce à un bilan carbone, mettre en place un plan d'action environnemental et économique, bien évidemment, puisque vous allez raisonner en coût global avec tout ce que ça génère, cycle de vie, etc. C'est toujours extrêmement intéressant et pour les acheteurs parmi nous, ils le comprendront beaucoup plus aisément. Et le 4e point, qui n'est pas négligeable non plus, et auquel, en tout cas particulièrement, j'attire une attention importante, et je vais attirer votre attention à ce niveau-là, c'est que par rapport à l'expérience que l'on a dans les CH, quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, du réchauffement, du dérèglement climatique, eh bien ça intéresse et on va donner encore plus de sens à la politique environnementale et encore mieux mobiliser l'ensemble des agents. Voilà ce qui fait le gros intérêt de la réalisation d'un bilan carbone au sein d'un établissement de santé.
Alors, pour vous donner une petite idée de l'impact carbone du secteur de la santé en France, je vous propose le petit calcul suivant. Le secteur hospitalier en France, c'est environ 92 milliards d'euros de dépenses par an. Et si on élargit un petit peu aux dépenses de soins de manière plus générale, avec les consommations de soins et de biens médicaux, plus les soins de longue durée, les EHPAD par exemple, on est aux alentours de 220 millions d'euros de dépenses par an, ce qui représente environ 10% du PIB tout de même. Alors, si on multiplie ce chiffre par le ratio monétaire des activités pour la santé de la base carbone de l'ADEME, qui est de 120 kg de CO2 équivalent par kilo euro, on obtient environ 26 millions de tonnes de CO2 équivalent, c'est-à-dire environ 6% des émissions françaises, ce qui n'est pas du tout négligeable. Ça représente plus de 4 fois l'impact cumulé des transports aériens, ferroviaires et maritimes en France. Alors, si on regarde un peu plus en détail les différents postes, les principaux postes d'émission, le poste énergie et hors énergie, par exemple, ces postes-là ont évidemment un impact important, mais ils sont relativement bien maîtrisés dans le sens où on a des factures avec des consommations précises et on a des facteurs d'émission qui sont également précis. Donc, on arrive à avoir des évaluations relativement précises également. On a… sur le poste énergie, on a également des plans d'action qui sont souvent mis en place, donc c'est quelque chose qui est opéré au niveau des différents établissements. On a des rénovations énergétiques, des rénovations thermiques, etc. Au niveau des déchets, les déchets ont un impact beaucoup plus mineur en termes de gaz à effet de serre. Ils ont d'autres impacts environnementaux, mais sur les gaz à effet de serre, leur impact est plutôt réduit. Par contre, ils sont également bien pris en compte. On a des registres et c'est plutôt bien suivi, les déchets. Au niveau des déplacements, donc là, évidemment, c'est un impact important. Certains déplacements sont relativement bien maîtrisés. C'est tous les déplacements des agents, des ambulances, tout ce qui est opéré par les structures. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de comptabiliser les émissions liées aux patients, aux visiteurs ou même au déplacement de domicile-travail des salariés ou des agents. Et là-dessus, certains hôpitaux ont également des actions avec notamment des plans de déplacement, des PDE ou des PDA. Au niveau des achats, alors c'est généralement le premier poste d'émission, les achats. On peut dire qu'il est relativement difficile à quantifier parce que autant les dépenses sont bien connues, évidemment, autant les facteurs d'émission sont relativement imprécis puisqu'on utilise souvent des ratios monétaires ou des facteurs d'émission statistiques qui permettent, qui génèrent une forte incertitude sur les émissions de gaz à effet de serre de ce poste-là. Pour les immobilisations, c'est un petit peu comparable aux achats, c'est-à-dire que leur impact est important, mais la quantification est génère beaucoup d'incertitudes. Parce que là aussi, on a des facteurs d'émission qui sont moyens ou statistiques ou c'est des ratios monétaires qu'on utilise. Du coup, on a une quantification assez imprécise. Pour revenir sur ce poste immobilisation, un petit exemple sur les bâtiments. Aujourd'hui, dans les bâtiments, sur un bâtiment neuf, l'impact de la construction est plus important que l'impact de l'exploitation future du bâtiment. Donc, il y a un réel impact des matériaux et de leur mise en œuvre en termes de gaz à effet de serre. Je vais vous donner quelques exemples. Quand vous faites une rénovation, vous avez besoin d'environ 240 kg de CO2 équivalent par kilo euro investi, je dirais, dans la rénovation. Dans le cadre d'une construction neuve, on est plutôt aux alentours de 600 kg de CO2 équivalent par kilo euro, toujours. Et si vous faites par exemple une rénovation thermique par l'extérieur d'un bâtiment, vous êtes environ à 350 kg de CO2 équivalent par kilo euro investi. Et là-dessus, on a des leviers d'action qui sont plutôt efficaces. Enfin, on a des leviers d'action opérationnels, je dirais, dans le choix des matériaux qui sont faits initialement. Et là-dessus, il y a de larges marges de manœuvre. Donc, c'est un point tout à fait intéressant à travailler au niveau des différents établissements. Donc, comme vous le voyez, on peut, avec les lunettes carbone, mesurer un certain nombre d'enjeux concernant les émissions de gaz à effet de serre générées par, que ce soit la construction, les achats, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, nous insistons vraiment sur cette notion-là. Avec le bilan carbone, avec les émissions de gaz à effet de serre, vous allez avoir un regard neuf, un regard nouveau qui peut être tout à fait riche d'enseignements pour vous. Et j'en veux pour preuve, dans quelques instants, vous aurez l'occasion d'entendre
Monsieur Bourdon et Jean-Luc sur la notion d'achat, qui est un poste, comme vous le disiez Vincent, extrêmement émissif, et vous aurez la preuve de ces émissions et de cette importance dans quelques instants. Mais là, je crois que nous sommes dans un timing tout à fait raisonnable, nous sommes tout à fait susceptibles de répondre à vos questions et ce sera avec grand plaisir. On va donner donc la parole à François, si j'arrive à y aller. Voilà, je vais laisser peut-être Vincent un tout petit peu pour donner la parole à François pour voir un petit peu les questions qui nous sont posées. Merci François. Alors, il n'y en a pas tant que ça parce que visiblement vous avez été d'une clarté absolue. Une question qui est arrivée juste à l'instant, qui concerne justement une précision sur ce que Vincent vient d'expliquer, notamment dans les différents cas sur le bâtiment là, et plus particulièrement qu'est-ce qu'englobe plus précisément le terme rénovation? C'est la question qui est posée. Alors, ça fait référence à la diapo, voilà, sur cette diapo-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière le terme rénovation? En termes de rénovation, donc c'est un terme très général, c'est toutes les rénovations et pour calculer ce ratio-là, en fait, on s'appuie sur les index BT du bâtiment qui quantifient les travaux de rénovation, je dirais. Donc rénovation, c'est au sens large rénovation quand on touche pas à la structure, je dirais. Donc ça peut être une rénovation intérieure, ça peut être également une rénovation thermique. On n'a pas de distinguo. Et c'est un ratio qui est très moyen, hein, je vous l'accorde. Il permet juste de donner une idée des impacts des travaux quand on ne touche pas à la structure. Voilà. J'espère avoir répondu. En pratique, il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'ai quand même une question parce que il y a un point qui m'a un petit peu surpris. C'était sur la répartition des différents scopes. Et notamment le fait que les déchets ne comptent pas pour beaucoup. C'est ce que tu as. Non, après. Dans la répartition scope 1, 2, 3. Non, après. Sur la diapo, voilà, celle-là. Ça va trop vite, là. Voilà, les déchets. Étant donné que j'avais eu l'occasion, à l'occasion justement de stagiaires qui sont dans le domaine, finalement, les activités de santé sont celles qui, paradoxalement par rapport aux autres, jettent à peu près tout ce qu'elles achètent. Donc, en gros, l'essentiel, la quasi-totalité des achats finissent à la poubelle, direct. C'est pas comme d'autres activités qui, a priori, ne jettent pas tout ce qu'ils achètent. Sinon, c'est qu'ils ont un sérieux problème. Donc voilà, c'est juste ce point qui, alors en l'occurrence, je n'ai pas votre expérience sur l'analyse des bilans de ce type d'activité. Mais il me semblait que si le post-achat est important, d'autant que les dasseries sont généralement incinérées, on a beaucoup de plastique là-dedans, voilà, c'était un petit peu ça qui m'a interpellé. Donc je me permets de poser la question. Les déchets, évidemment, c'est pas négligeable, hein. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les postes importants, mais par rapport aux autres postes qui sont l'énergie, les achats, les IMO, les déplacements, c'est relativement moins impactant. Alors, il y a évidemment le traitement des déchets, mais quand vous jetez un drap usagé, par exemple, alors s'il n'est pas traité en dasserie, il ne va pas forcément émettre, le déchet n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est son traitement qui émet des gaz à effet de serre. Ouais. Et ce qu'on a voulu dire sur cet exemple-là, c'est que les déchets, par rapport aux autres postes principaux, qui sont encore une fois l'énergie, les achats, les IMO et les déplacements, hein, avaient un impact un peu moins important. Par contre, ils ont également d'autres enjeux environnementaux très importants en termes de pollution, en termes économiques, etc. Voilà. Mais c'est pas un poste à négliger totalement, hein, tout à fait. D'accord. Non, mais c'était juste une remarque comme ça, parce que habituellement, il est vrai que le poste déchet ne pèse pas lourd dans un bilan carbone classique, et alors que les activités de santé sont un petit peu spécifiques pour ça. J'ai une dernière question avant de passer la parole à Jean-Luc. La question est la suivante. Pour le plan d'action, comment faire pour fédérer une équipe projet autour du responsable immobilier projet carbone, notamment pour des questions de temps, de disponibilité? Vous pouvez répéter la question, Monsieur Cavrat, s'il vous plaît? Comment faire pour fédérer une équipe au niveau du plan d'action, faire en sorte que les choses soient mises en œuvre?
La question est comment faire pour être le plus efficient possible. C'est bien ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. Voilà. En fait, excellente question. D'ailleurs, pour la petite histoire, une question d'autant plus excellente que tous les participants qui sont là aujourd'hui, je les invite à venir à ProDurable, puisque la PCC organise toute une conférence avec l'IFC sur justement comment rendre efficient une politique, une stratégie carbone, que ce soit un établissement de santé ou une entreprise. Mais pour répondre de manière assez spécifique à la question, il est excessivement important de sensibiliser. Alors, le conseil que nous donnerions, que je donnerai véritablement aux personnes qui veulent arriver à quelque chose de très efficient, c'est d'abord sensibiliser. Beaucoup de CH font, ou d'établissements de santé font cet exercice, que ce soit le bilan GES réglementaire, étalé au scope 3 ou pas, font cet exercice, mais malheureusement, ils ne lui donnent pas tout son sens. Et pour lui donner tout son sens, il faut véritablement sensibiliser véritablement l'ensemble des acteurs, leur expliquer un petit peu les enjeux, leur expliquer l'intérêt qu'ils ont, l'intérêt au niveau des parties prenantes, parce que là, ce dont on parle véritablement du mécanisme interne et des activités internes au niveau des établissements de santé. Mais il ne faut pas oublier que ces établissements de santé ont quand même des organes de tutelle tels que l'ARS, le ministère de la Santé, la HAS, la DGOS, etc. Et ces organismes de tutelle ont tendance de plus en plus à s'intéresser à ces émissions de gaz à effet de serre, et les parties prenantes externes aussi, les collectivités locales. Il ne faut pas quand même oublier que la mairie ou la métropole dans une grande agglomération a largement son mot à dire dans un établissement de santé, voire médico-social, public en tout cas. Donc ces notions de concertation de parties prenantes, cette notion d'explication, cette notion de formation que l'on va avoir au niveau d'un certain nombre d'agents peut être extrêmement intéressante. Et dernier petit point, mais là je répondrai de manière encore plus spécifique, parce que le temps est limité, on y répondra par écrit. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut systématiquement, et on oublie trop de le faire, de mettre les émissions de gaz à effet de serre et toute cette démarche carbone au regard de sa politique de développement durable et donc de responsabilité sociétale d'un établissement. Ça fait partie intégrante d'un projet d'établissement. Donc, en la mettant au regard, et dernier point, je dirais que pour que ça réussisse, il faut incontestablement que la gouvernance d'un établissement soit intéressée et s'approprie ces enjeux. Ça, c'est un élément capital pour la réussite de la mise en place d'un plan d'action, c'est que véritablement la gouvernance soit exemplaire et montre qu'elle s'approprie ces enjeux-là.